Voilà. Donc bonjour à toutes et à tous, nous allons présenter ce qui se cache sous le cube. C'est ça, content de vous voir matinal et si nombreux. On va parler de cube, tout simplement parce que c'est devenu un incontournable dans l'industrie. Et Vas-y. Ouais, on va vous parler plus précisément de ce qui se cache sous le cube. Donc a priori, ça utilise des conteneurs. On passe souvent à Docker. On va voir dans le détail comment s'est construite la pile sous Kubernetes. Donc, prenez une grande inspiration, on va descendre vraiment dans la pile de Kubernetes pour arriver jusqu'au Voilà, fond. on vous accompagne dans cette plongée pour aller jusqu'au fond. Donc je suis Mathieu Bakou, je suis ancien chercheur à Télécom Sud Paris, une école d'ingénierie donc en région parisienne. Je travaille dans le cloud en général. Je suis aussi un ancien de l'ANSET. Et Yann Mougenel, architecte chez EDF et consultant Takima. Un ancien de l'ANSET aussi. Ancien de l'ANSET également, au passage. Pour parler quand même de Kubernetes, parce que si vous êtes venu, vous savez déjà peut-être un peu ce que c'est, ça vous a intéressé, pour bien cadrer le truc. Donc Kubernetes, c'est un projet aujourd'hui de la Cloud Native Foundation depuis 2015. Et ça vient de chez Google à la base, hein. C'était leur projet qui s'appelait Borg, qui était leur gestionnaire de data center vraiment, et qu'ils ont open sourcé donc en 2014 à peu près. Et le but de Kubernetes, c'est d'orchestrer du logiciel. C'est sa définition, hein, c'est le mot orchestré est important. Ce qu'on couvre là, bon, le but n'est pas de faire une définition complète, mais en 3 points, c'est déployer du logiciel, le faire passer à l'échelle et assurer que ça tourne bien tout le temps, donc la gestion au niveau des mises à jour, de la gestion des pannes, ce genre de choses. Et dans les concepts à savoir à l'intérieur de Kubernetes, c'est que ça gère des pods, bon, c'est sa façon de gérer les composants logiciels si vous voulez qu'il déploie, mais surtout ces pods sont en fait des groupes de conteneurs. Et donc là, voilà, c'est là qu'on retrouve les conteneurs et c'est là-dessus qu'on va, c'est sur ce point-là que nous allons plonger. Parce que concrètement, Kubernetes dans son ensemble, c'est ça. Vous retrouvez du coup le contrôleur manager, l'API pour s'interfacer avec, le stockage des données, les worker nodes, j'espère que vous n'en avez pas que 2, qui fait tourner dessus vos containers. C'est un ensemble très long sur lequel il faudra plus de 20 minutes pour couvrir. Clairement. C'est pour ça que chez nous, là, on va vraiment se concentrer sur comment fonctionne cette partie-là. Ouais. C'est vraiment la partie qui exécute des conteneurs. Alors, pour parler aussi de ce qu'est des conteneurs, parce qu'en descendant dans la pile, on va vraiment arriver à un niveau technique et il faudra comprendre pourquoi il y a ces éléments-là qui font qu'un container peut tourner. Donc, un conteneur, rapidement, c'est une application. Hein, il y a quand même un processus, un logiciel qui tourne. Et cette application, elle est isolée et limitée. Le fait d'avoir ces 2 termes-là est aussi important. Donc isolation, on parle en fait tout simplement de réseau, de stockage. Il y a d'autres aspects un peu techniques du système Linux aussi, mais voilà, il y a cette isolation-là. Et il y a aussi la limitation. Donc limitation, là aussi on comprend bien, c'est en ressources. Limitation en utilisation de CPU, mémoire, accès disque, tout ce genre de choses. Et donc l'isolation et la limitation, ça crée, je pense que vous sentez, ça crée une espèce de coquille en fait finalement dans l'hôte du conteneur. Et cette coquille-là, elle est remplie, donc concrètement avec des fichiers, elle est remplie avec une image de conteneur. Ça fait partie de l'écosystème des conteneurs, et ça aussi c'est important, on va le retrouver. Et donc là, je pense que vous avez une vue voilà, de ce qu'est un conteneur qui va être utile pour sa présentation. Donc une coquille isolée et limitée, remplie avec une image. Voilà, là on a une petite frise de Docker, parce que c'est vrai que quand on pense en conteneur, on pense à Docker. En réalité, je trouve que cette frise est intéressante pour voir qu'en fait, l'idée d'isolation, on l'avait avant. Il y a plein d'acteurs qui sont posés là-dessus, open source ou Google. Parce qu'en fait, cette idée de faire tourner quelque chose et de le sécuriser, c'est-à-dire l'isoler dans une coquille, on l'a eu et c'est apparu progressivement avec les CM Group, les namespaces et ainsi de suite au cours du temps. Docker, ce qu'il a fait, c'est récupérer tout ça et le mettre dans un package ensemble qui est industrialisable et industrialisé. Tout à fait. Et par la suite, ça a été généralisé. Donc, Docker est un acteur dans le projet OCI, Open Container Initiative. Et donc, du coup, ça a été généralisé et spécifié. C'est ce qu'on verra par la suite. Donc là, avec cette histoire-là, il faut bien aujourd'hui établir ce qu'est Docker par rapport au conteneur. Docker, voilà, comme Yann l'a dit, fait maintenant plus que gérer des conteneurs parce qu'il a industrialisé cette technologie. Et c'est un outil commercial maintenant de développement, de workflow de développement finalement, parce que ça gère entre autres la construction d'images, donc les images dont j'ai parlé tout à l'heure, aussi la distribution de ces images-là, et globalement en fait l'intégration d'un workflow du fait de créer ces artefacts images. Et puis bien sûr, au milieu de tout ça, il y a quand même l'exécution des conteneurs. Hein. Vous pouvez taper Docker Run, oui, vous lancez des conteneurs. Et c'est vraiment cette partie-là, ce cœur-là,
dont a besoin Kubernetes. On retourne quand même à Kubernetes à un moment donné. Quand on plonge dans la pile de partie runtime de Kubernetes, on va se concentrer sur le cœur de Docker qui exécute des conteneurs. Et donc, la question à laquelle on va répondre là, c'est quels sont les composants et quelles sont les interfaces qui sont sous Kubernetes pour justement exécuter des conteneurs in fine. Voilà, pour cela, on va vous proposer un profondimètre dans notre plongée avec des paliers qu'on va faire progressifs pour que ça se passe bien. On vous accompagne là-dessous. Et on commence par le besoin de Kubernetes. Kubernetes, ça fait une gestion d'image d'une partie et une administration des sandbox de l'autre. Donc c'est encapsulé à travers une spécification qui est la CRI, Container Runtime Interface, et qui gère du coup d'une part les images et d'autre part le service runtime. Et ça a été défini en Kubernetes en 2016, vraiment pour normaliser ces deux aspects-là, images d'un côté et container de l'autre. Voilà. Donc on retrouve bien ce qui fait un conteneur, hein, d'avoir des sandbox, des trucs isolés limités et les images. Donc la série, comme l'a dit Yann, c'est une interface. Il faut bien qu'il y ait quelque chose qui implémente l'interface. On appelle ça des containers runtime. Bon, c'est écrit dans le nom, hein, Container Runtime Interface. Voilà, c'est des containers runtime. Les deux exemples les plus matures et bien intégrés à Kubernetes, c'est Containerd et CRI-O. Alors Containerd, c'est l'émanation du code de Docker à partir de 2017 qui a été vraiment extrait comme composant indépendant entre guillemets en termes de logiciel. Et puis l'autre concurrent, donc c'est CRI-O, qui est porté par l'OCI depuis 2016 comme une implémentation from scratch un peu de ce que doit être un container runtime. Et qui se vend d'être légère, bon c'est le marketing sur la page que j'ai remis là, j'avoue que j'ai pas creusé beaucoup plus dans les détails cet aspect légèreté. Par contre, pour vous situer là où on est dans la couche, parce que Kubernetes, on l'a vu notamment par le diagramme tout à l'heure, c'est quand même une énorme usine à gaz, ça gère énormément de choses, et pour les humains, voilà, ça fait beaucoup de trucs. Mais en descendant juste à cette couche des containers runtime, on est à un niveau de logiciel que vous, humains, pouvez utiliser. En fait, quand vous lancez des conteneurs, vous pouvez vraiment utiliser, par exemple, Containerd directement. Il y a un client en ligne de commande qui s'appelle NurseCTL, par exemple, vous pouvez littéralement taper NurseCTL run un conteneur. Voilà. Donc, vraiment, quand on descend dans la couche, c'est à ce niveau-là que vous avez des composants qui sont utilisables en eux-mêmes, donc sans forcément Kubernetes. Voilà, c'est pour vous situer où on en est. Donc quand vous utilisez Docker, ça utilise Containerd, mais en fait vous pourriez utiliser Containerd sans Docker. Voilà, c'est bien mentionné là. La ligne de commande de NurseCTL est développée pour être littéralement un remplacement transparent de la ligne de commande de Docker. Donc si vous voulez vous y essayer. Voilà. Donc une autre spécification qu'on retrouve en dessous, c'est l'OCI, dont on parlait tout à l'heure avec Linux Foundation, un projet Linux Foundation. Globalement, ça spécifie trois choses. Comment le runtime spec, donc comment un container runtime peut tourner. L'image spec, donc qu'est-ce qui est une image en termes de layer notamment. Et la distribution spec, ça nous intéresse un peu moins là, c'est tout ce qui est registré. Donc quand je veux stocker une image, quelles sont les conventions pour stocker une image Docker. Pour cette présentation, comme on est entre différentes spécifications, on va essayer d'appeler un container runtime tout ce qui vient de la CRI, donc ce qui est utilisé par Kubernetes, et un container engine tout ce qui est implémenté par l'OCI, donc qui implémente les specs de l'OCI. Voilà. Le container runtime, c'est un truc qui peut répondre aux demandes de service de Kubernetes, alors que le container engine, c'est le programme qui est capable de manipuler les objets qui sont spécifiés par l'OCI avec l'image spec et la runtime spec. Voilà. Nous, évidemment, on continue sur la runtime spec, hein, on est vraiment sur dépiler tout ce qui permet d'exécuter un conteneur. L'image, c'est tangent, évidemment, mais c'est bien sur ça qu'on se concentre. Du coup, ces specs OCI, effectivement, elles sont implémentées par des logiciels, donc des container engine, qu'on appelle ça, pour manipuler ces objets, ces images et ces conteneurs. Les quatre là que je vais détailler, préciser, donc, le fait d'avoir des spécifications claires, ça permet d'avoir des implémentations variées ou sur lesquelles vous pouvez faire des choix techniques par rapport à votre contexte. Et donc là, je vais vous en présenter 4 qui sont intéressants déjà parce que c'est, je pense, les plus matures en gros et qui ont aussi des choses intéressantes à apporter dans cet écosystème-là. Il y en a d'autres, plus ou moins, peut-être plus libres aussi d'ailleurs, peut-être plus intéressants pour vous spécifiquement, mais c'est des bons exemples représentatifs, je pense.
Donc le premier, c'est Runc. Je commence par lui parce qu'en fait, c'est le choix par défaut de Containerd, donc dans la pile Kubernetes Containerd Runc. Là aussi, parce que c'est une émanation du code de Docker qui a été extrait et donné à l'OCI, en fait, parce que c'est l'emblème de référence de la runtime spec de l'OCI. On fait le lien avec le spec de l'OCI. Voilà, donc c'est l'emblème de base, c'est écrit en Go, comme tout ce que fait Google, de toute façon, évidemment. Et bien du coup, plutôt que de faire du Go, il y en a qui se sont dit on va faire ça en C, histoire d'être plus performant. Donc ils se vendent d'être plus performants sur la page GitHub Crun. J'ai pas fait les benchmarks quand même, mais il paraît qu'ils sont 50% plus rapides. Et ça, c'est un projet, je marque semi-libre de Red Hat. En fait, c'est que la petite histoire est un peu marrante. C'est un mec qui s'est embêté chez Red Hat pendant les vacances de Noël. Il est revenu à la rentrée, il avait écrit Crun en C. Voilà, c'est un truc classique. C'est un peu porté par Red Hat, mais c'est quand même intéressant, je pense, d'avoir une emblème qui se vend d'être plus performante. Là où Runc, venant de Docker, a un peu fait beaucoup de choses aussi. Voilà, c'est l'écosystème Google, Go, Docker. Et pour avoir d'autres choses plus exotiques, je peux citer Kata Containers, qui lui est très intéressant parce que le but est d'exécuter des conteneurs dans des machines virtuelles. Donc là, machine virtuelle, je parle de des trucs, disons, pour du guerre à la VirtualBox, ce genre de choses. C'est cette technologie de virtualisation-là. L'intérêt, c'est la sécurité, parce que vous rajoutez une couche d'isolation en fait, et de contrôle. Si le conteneur crée une coquille un peu isolée, limitée, c'est déjà bien. Mais à rajouter une autre par-dessus de virtualisation, c'est encore mieux. Je ne rentre pas dans les détails techniques. La page, pour le coup, de Kata Containers explique assez bien ce qu'ils y font. Et c'est quelque chose à voir si la sécurité est encore plus primordiale pour vous quand vous faites des conteneurs. Et un dernier qui est assez proche, c'est gvisor. Ici, le G, c'est le G de Google aussi. Le but est aussi ici la sécurité, mais alors là, ça passe sur un truc qui s'appelle des unikernels, et j'ai clairement pas le temps de vous expliquer ce qu'est un unikernel, donc si vous savez, tant mieux. Mais l'idée, c'est que c'est assez proche des machines virtuelles, mais vous exécutez votre conteneur sur un noyau, sur un petit noyau, donc un unikernel, qui lui-même s'exécute dans le noyau normal de votre système hôte. Donc là, vous avez une deuxième couche, donc je pense que vous sentez qu'il y a une isolation en plus. Maintenant, dans le détail, voilà, ça serait beaucoup plus loin à creuser. Donc vous voyez qu'avec ces emblèmes-là, il y a des opinions différentes de performance, de sécurité, et encore, voilà, encore une fois, il y en a d'autres que je ne présente pas là. Mais vous voyez la variété de l'écosystème. C'est ça, mais comme c'est une spécification, elles sont toutes interchangeables, et vous pouvez faire votre choix là-dessus. C'est le but. Alors modulo, les origines historiques, parce qu'en 2017, c'était peut-être pas très clair ce que ça implémentait, mais aujourd'hui, effectivement, ils se sont tous rebasés sur les specs de l'OCI, ça permet d'être interchangeable, tout à fait. Et puis bon, là je vous ai parlé de Container Engine, donc soyons concrets, c'est quand même des programmes qui s'exécutent sur votre système Linux. Et en dessous de ça, il faut bien qu'ils fassent des vrais trucs en demandant au kernel de faire des vrais trucs, c'est-à-dire implémenter l'isolation, la limitation sur les conteneurs et ce genre de choses. Et donc là, là c'est des aspects de programmation système, je ne connais pas forcément le background de chacun là-dessus. Mais donc, un Container Engine a besoin de demander au noyau Linux de faire ce genre d'opération. Il passe par ce qu'on appelle des appels système, c'est une notion du kernel voilà, tout à fait basique. Et ces appels système, ils utilisent pour faire l'isolation et la limitation. On retrouve les termes de tout à l'heure. Concrètement, dans le noyau Linux, on appelle ça pour l'isolation des namespaces, voilà, des espaces de nom. L'idée, c'est d'isoler au niveau du réseau, au niveau, alors là j'ai marqué point de montage pour être un peu pédant, mais c'est globalement isolation du système de fichiers. En fait, c'est couplé avec changeroute, voilà, une commande qu'on connaît, je pense, assez bien. Pour la limite des ressources, ça on appelle ça des C-groups, des control groups, qui permettent la limite et aussi la surveillance de la consommation de ressources, donc CPU et mémoire. Et puis on ajoute à ça aussi quelque chose orienté vraiment directement sécurité avec les Linux Security Modules, qui est un terme générique qui recouvre tout ce qui est SE Linux ou à part mort, en gros des frameworks qui permettent de faire de la sécu sur des processus dans Linux. Et c'est ça un conteneur, c'est la combinaison de ces trois plus choses, namespace, control group et LSM, qui viennent tous du kernel Linux. C'est vraiment le kernel Linux qui fournit toute l'infra pour faire des conteneurs. Voilà. Et pour la petite blague, si vous êtes bien chaud là-dessus, vous pouvez écrire vous-même un Container Engine. Il respectera peut-être pas l'OCI, mais c'est pas si terrible à faire. C'est un TP que je fais à mes étudiants de Master 2, donc, si vous voulez. Écrire en Bash, par exemple, c'est assez marrant de démystifier ce que fait un Container Engine. Voilà, ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est intéressant. Et je trouve ça, oui, d'ailleurs, dernière conférence, le CDL que j'avais fait il y a quelques années, c'était quelqu'un qui était venu et qui l'avait fait en Go. Voilà, assez intéressant. C'est pas si loin de faire soi-même un Container Engine, au moins pour le plaisir, pour le sport, de faire ça en un week-end.
Et toutes ces caractéristiques namespace cgroup, en fait, on est assez bas dans le niveau, mais vous avez déjà la possibilité de les configurer au niveau de Kubernetes dans le YAML. Donc en fait, c'est géré par des cgroups au niveau système, mais c'est vrai qu'en fait dans le YAML, vous pouvez définir vos CPU et RAM, et à travers la couche qu'on vient de dépiler, ça va descendre et arriver jusqu'au système. Tout à fait. Et puis dans ces appels système, je vous explique que c'est comme ça que le Container Engine parle à Linux. Et ben là, ça y est, vous nous avez accompagné jusqu'en bas, jusqu'au plancher sous-marin. On est arrivé au noyau Linux. Alors, plus bas, il y a le matériel, mais bon, on va pas aller là-dessus. Mais voilà, on retrouve Linux. Donc les conteneurs, c'est des fonctionnalités Linux bien emballées. On l'a dit au début, c'est Docker, hein, c'est qui a industrialisé ça jusqu'à le rendre tout à fait utilisable et pertinent pour tous. Donc la stack peut ressembler à ça. Ce qu'on a, bon, notre point de départ, c'était Kubernetes là-haut. Qui a besoin de services qu'ils ont définis eux-mêmes en fait à Kubernetes dans la CRI pour parler à un container runtime, et celui-ci va effectuer diverses actions sur des objets type image ou conteneur, en passant notamment par le Container Engine pour le côté runtime spec de la spec OCI, donc pour vraiment manipuler les conteneurs. Voilà. L'appli ressemble à ça. Je l'ai faite assez exhaustive, vous pourrez reprendre le temps de la revoir, je pense, dans les ressources. Voilà. Et moi, quand je vois cette stack-là, cette pile-là, c'est vrai que je me pose une question, c'est où est passé Docker? Et oui, parce qu'on parle quand même de Docker en disant oui, c'est de conteneurs, ça émerge de Docker et tout machin, mais en fait dans la stack, il n'y a pas Docker là. Alors, la raison est historique. Donc on reprend, là c'est le bout de la frise qu'il y avait tout à l'heure. Hein. On vous a dit Docker a été à l'initiative de l'Open Container Initiative, jusqu'à avoir les spécifications runtime et image, donc on les date en 2017. Parallèlement à ça, en 2014, on vous a dit que Kubernetes a été open sourcé par Google, et Kubernetes arrivait avec un support Docker vraiment natif. C'était codé en dur qu'il supportait Docker. Et puis en 2016, quand ils ont spécifié la CRI, ils se sont débarrassés du support, disons, natif de Docker. Et c'est là qu'on perd en fait Docker finalement. C'est l'éclatement. On le perd complètement ou je peux l'utiliser? Alors, bien sûr, tu peux l'utiliser, Yann. On peut le re-rentrer au chausse-pied dans la pile. Vous voyez ici, Kubernetes, on peut rajouter une petite couche ici qui repart là Docker, hop, et après vous retrouvez la même pile ici. Mais on sent bien que c'est artificiel et un peu inutile, parce que Docker est entre guillemets au même niveau que Kubernetes par rapport à la pile qu'on vous a décrite. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, à travers, d'une part, les spécifications qui fait qu'on peut retrouver des alternatives à chaque niveau, pour chaque brique et chaque module, et aussi le fait que les briques de Docker, donc on retrouve Containerd et on retrouve runC, ont été sorties et mises au niveau de la communauté. On réutilise Docker à travers runC, à travers Containerd ou à travers l'OCI dont on parlait précédemment, mais pour lancer la commande Docker, en réalité, si vous vraiment voulez la lancer, vous êtes en train de faire quelque chose de plus compliqué sur Kube que ce qui a été prévu. Tout à fait. C'est une partie de notre conclusion. Alors pour résumer ce qu'on vous a présenté, on vous a bien montré la pile qu'il y a sous Kubernetes, tout ce qui fait que Kubernetes peut manipuler des conteneurs, et ça nous a permis de faire une plongée dans tous les composants, l'écosystème qu'il y a, et aussi un peu l'histoire. Donc les deux points charnières, hein, c'est la Container Runtime Interface de Kubernetes et les specs de l'OCI qui servent aussi de standard. Mais vraiment cette pile-là, on l'a reconstruite a posteriori, puisque c'est vraiment Docker quand même qui a industrialisé la technologie, et Docker a été éclaté pour laisser émerger voilà, la CRI, l'OCI et les composants qui les implémentent. Il est devenu l'incontournable dans l'industrie, et de facto il en a sorti les spécifications qui vont bien. Ouais, qui vont bien, voilà, qui permettent un écosystème plutôt qui peut être libre du coup. Voilà. Ça permet notamment une pile qui est flexible, donc là on parlait plusieurs alternatives, notamment avec CRI-O, c'est-à-dire que vous pouvez sous Kubernetes par défaut utiliser les choix par défaut par Kubernetes, mais à n'importe quel moment pouvoir privilégier pour des performances vouloir tourner avec Crun par exemple, ou faire de l'isolation, et donc privilégier certaines briques selon votre besoin. Ouais. Tout à fait configurable. Voilà. Bon, merci pour votre attention, et je pense qu'on a un peu de temps pour des questions. Alors, répète la question. Oui, donc est-ce que nous avons des références pour implémenter des containers runtime nous-mêmes
Il y a mon TP. Je pourrais essayer de mettre le lien. Qui est accessible sur Internet. Oui, effectivement, mes cours sont accessibles sur une page. Je pourrais mettre le lien. Je crois qu'on peut donner des ressources avec nos présentations, donc vous pouvez les retrouver là. On va essayer d'y penser. Moi, j'avais fait il y a 4 ans. C'était avant que. Il y a 4 ans, j'avais fait du coup une conférence dans cette même salle et il y avait quelqu'un qui l'avait fait en Go, qui était assez stylé. Après, de manière très pratique, le TP, je l'ai monté en regardant les specs de Netspace et ses groupes parce que je savais que c'est comme ça qu'on faisait des conteneurs. Je me suis frappé aussi la config du réseau au niveau de faire ça en C au niveau du kernel. Ça, je recommande à personne de faire ça. C'est vraiment à s'arracher les yeux ce qu'ils ont fait. Voilà, bref. Mais la partie Netspace et ses groupes est assez marrante. Et partie système de fichiers aussi à préparer pour préparer l'image, c'est un peu sympa aussi. Je crois que j'avais vu quelqu'un le faire en WebAssembly et j'étais déjà vite décroché. Le container runtime. Ouais. Oui, alors il y a aussi des containers runtime en WebAssembly, j'en ai trouvé aussi. Là, c'est plus l'aspect pierre de Rosette, de faire tourner plein de trucs sur du WebAssembly et après vous avez un truc commun, voilà, aussi intéressant. Ouais, merci pour la question. Vous avez des en premier. Oui. Oui, non. Alors, effectivement, la question c'est sur quoi tourne Kata Container, parce que quand j'ai expliqué que ça tournait sur des machines virtuelles, j'ai donné comme exemple des choses à la VirtualBox, qui est effectivement des hyperviseurs de type 2. Non, effectivement, ça tourne sur des hyperviseurs de type 1. Ça tourne sur KVM, et je pense qu'ils utilisent QEMU quand même pour faire la machine virtuelle. On est effectivement sur des niveaux techniques où oui, on passe pas là. C'était pour vulgariser, tout à fait. Mais je vous invite à regarder la page d'accueil de Kata Containers, qui a un bon schéma plutôt technique, qui montre ce qu'ils font, les composants et tout, on peut trouver les specs. Et après, remonter dans l'historique avec, ça, c'est marqué là, ça venait d'une initiative de Intel, une histoire de ClearOS et donc Clear Containers, et aussi de RunV qui avait pour vocation de faire ça, de faire des conteneurs dans des machines virtuelles. Donc vous pouvez retrouver l'historique technique un peu sympa là. Ouais. Ok. Bon, alors, une dernière question qui avait été dégainée en même temps, ça serait juste... on va faire ça vite. Oui, donc y a-t-il toujours un intérêt y a-t-il intérêt à mettre des compteurs dans des machines virtuelles, puisque les compteurs étaient vendus comme une alternative plus légère à la virtualisation que des machines virtuelles. L'intérêt effectivement à la sécurité. Avec Kata Containers, on ne paye pas tant que ça les perfs. D'une part parce que déjà les technologies de virtualisation ont beaucoup évolué. C'est plus les mêmes machines virtuelles qu'on avait à l'époque. On parle plus vraiment de la même machine virtuelle. Il y a un support hardware qui fait que au niveau pur calcul CPU, c'est transparent. Au niveau, pour que ça soit bien configuré. Même les accès mémoire, c'est plutôt très efficace parce qu'il y a du cache et tout, ça marche très très bien. Le but de Kata Containers, c'est de rendre ça transparent. Le fait que ça tourne en EVM est rendu transparent parce que c'est un container engine comme un autre et donc ça se voit pas. Là, niveau sécu, c'est vraiment ceinture bretelle. Voilà. Donc oui, il y a un intérêt sans perdre tant que ça en perf. Bon, merci encore pour vos questions.